Lorsque la nuit s'étend comme un voile, les rêves prennent leur envol. Ils sont bien souvent les messagers secrets de nos pensées les plus profondes. Un rêve, c'est en quelque sorte un monde merveilleux dans lequel on aime être plongé. Mais parfois, il dépasse les limites de l'imaginaire. Office 911. Ma'am, there was a shootout in my house. I don't know who's alive in my house. I'm scared. Where are you at? 7142 Highway 70. It's about 13.3 miles out from the bowling alley. Okay, I'll stay on with you. I've got the ambulance and the fire department to come in, okay? Thank you so much. They're coming. Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire un petit peu particulière. Et oui, je pense que vous le savez, à la fin de mes threads d'horreur, je vous dis de prendre toutes les histoires avec des pincettes parce que je les trouve sur des forums et on ne sait pas si elles sont vraies. Mais concernant la vidéo d'aujourd'hui, on a la certitude qu'elle s'est bien déroulée. Et oui, cette vidéo, c'est pas une vidéo thread d'horreur, c'est une vidéo true crime et ça me fait super plaisir de vous la proposer parce que ça faisait longtemps que je voulais me lancer dans ce domaine. Soyez un petit peu indulgents pour la première vidéo, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je pense qu'il est temps d'avoir un petit peu de changement sur la chaîne. Alors bien sûr, il y aura toujours les threads d'horreur, mais il y aura également un petit peu de true crime. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui vont me découvrir grâce à cette vidéo. Sachez que je raconte des histoires d'horreur depuis 3 ans. Et cette vidéo que vous voyez là, c'est la première sur ma chaîne qui parle de true crime. Il y a 2 personnes que je tiens à citer qui m'ont inspiré, c'est mes potes, Rafu et Cogiteur. Vraiment, c'est eux qui me donnent envie de faire ça. Je vous invite à aller voir leur chaîne, je vous mettrai les liens en description. Allez voir, il y a plein d'histoires encore plus glauques les unes que les autres. Et leur façon de raconter, elle est juste exceptionnelle. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose de vous raconter la tragique histoire de Robin Dawn. Robin est une préadolescente à la vie parfaite. Ses proches la décrivent comme une jeune fille souriante, toujours prête à aider les autres. Étant donné que Robin n'a que 10 ans, vous vous doutez bien qu'elle ne vit pas seule. La jeune fille partage son quotidien avec son frère aîné Zach, 14 ans, sa mère Michelle, 35 ans, et son beau-père, Brian Conrad, 31 ans. Toute la famille vit dans une très grande ferme à Pampa, au Texas, donc aux États-Unis. Chez les Conrad, les journées elles sont rythmées par le travail de la terre, donc tout ce qui est agriculture et l'entretien des animaux. Pour autant, ça n'empêche pas tout ce petit monde d'être heureux. D'autant plus qu'un heureux événement se prépare. Et oui, Michelle, la mère de famille, est enceinte de 6 mois. Dans quelques semaines, Robin deviendra une grande sœur. Et autant vous dire que la fillette attend ce moment avec impatience. Le 29 septembre 2005, Robin vit sa meilleure vie. Le matin, alors qu'elle est encore enveloppée dans sa couette, des odeurs de pancakes lui chatouillent les narines. Du lait, des œufs, du sucre vanillé, de la farine, un peu de levure. Robin pourrait reconnaître cette odeur parmi des millions. Pas besoin de lui demander de se réveiller. Robin retire sa couette, enfile ses pantoufles et court dans la cuisine. Là, elle voit son beau-père qui est en train de cuisiner et ce beau-père, elle l'adore. Elle le dit à toutes ses amies, il est super sympa, en plus de ça, c'est le dieu des pancakes. Et vraiment, sa relation avec lui, elle est excellente. Durant le petit déjeuner, Robin s'embrouille avec Zach, son grand frère, et raconte sa journée à venir à ses parents. Une fois le ventre plein, elle enfile son manteau et elle se rend à l'école. De retour chez elle, elle aide sa mère à essayer des vêtements de grossesse, elle dîne avec sa famille, elle va se coucher en pensant à son futur petit frère. À ce moment-là, Robin ne le sait pas encore, mais sa vie va basculer dans l'horreur. C'est la nuit, dehors le vent siffle, faisant se coucher les épis de blé qui entourent la maison. Quelques coyotes hurlent au loin, et Molly, la chienne de la famille, s'amuse de temps en temps à leur répondre. Dans son sommeil, la petite Robin, elle a l'impression de vivre une guerre. Elle entend des coups de feu, elle entend des gens qui crient, et c'est généralement pas un rêve qu'on aimerait avoir. Et puis tout à coup, un cri vient perturber son sommeil. Robin se réveille, même s'il n'a duré qu'une seule seconde, le cri lui a hérissé les poils, et elle a un déclic. Cette voix, elle la connaît. Pour elle, il n'y a pas de doute,
c'est sa mère qui a crié. Apeurée mais courageuse, Robin avance doucement vers la porte de sa chambre. Malgré le silence fracassant, elle n'entend rien. Les battements assourdissants de son cœur la coupent du reste du monde. Une fois à côté de sa porte, la fillette pose sa main sur la poignée et la tourne délicatement. En faisant le moins de bruit possible, elle glisse sa porte à l'extérieur de sa chambre. C'est à cet instant qu'elle le voit. Au milieu du couloir se tient un homme très grand, mince, entièrement vêtu de noir et tenant un fusil d'assaut. Alors je ne sais pas pour vous, mais rien qu'en imaginant la scène, j'ai juste trop peur. Imaginez, vous êtes en train de dormir, vous entendez un cri, vous reconnaissez la voix de votre mère, vous allez dans le couloir et vous voyez une personne que vous ne connaissez pas, et qui de plus tient une arme très très lourde. Ne sachant que faire, la fillette fonce vers le refuge de tous les enfants, son lit. Et j'ai envie de dire, elle a eu raison de faire ça, parce qu'en cas de panique totale, le premier réflexe d'une personne, c'est d'aller se réfugier. Et ben le refuge principal d'un enfant, c'est son lit, c'est sa cabane, c'est son monde imaginaire. Et pour Robin, dans sa tête, son lit, ça représente un bouclier. Emballée dans ses draps, la fillette tremble de tout son corps. Et ça, c'est couplé à la peur, parce que oui, Robin, à ce moment-là, entend des pas qui sont très lourds et qui se rapprochent de sa chambre à coucher. Et elle le sait, ils sont beaucoup trop lourds pour être ceux de sa mère n'a pas cette démarche. Ils correspondent pas non plus à ceux de son beau-père et elle le sait, le tueur vient probablement pour elle. Malheureusement, son intuition ne la trompe pas. Après quelques secondes, elle entend sa porte s'ouvrir, l'homme lève son arme et tire. Malgré sa protection de fortune, Robin sent une douleur lui lacérer le bras gauche. Mais malgré la douleur insupportable, elle ne lâchera pas, elle ne lui donnera pas raison, elle lui donnera pas la satisfaction de l'entendre pleurer, elle ne dit rien. Deuxième tir, Robin ne sent rien, la balle apparemment ne l'a pas touchée, mais elle s'est logée dans une boîte en plastique qui se situe juste derrière son lit. Là, contre toute attente, l'homme baisse son arme et attend. Quoi exactement ? On ne sait pas, seul le tireur a la réponse. Durant ce temps, Robin est à terre, aussi immobile qu'une statue de pierre. En panique totale, Robin fait tout ce qui est en son pouvoir pour que le tireur la croie morte. Pas de cris, pas de pleurs, pas de mouvement. Au fond d'elle, elle se répète « pourvu qu'il me croie morte ». Et par miracle, ça fonctionne. Convaincu d'avoir atteint sa cible, l'homme s'en va. Mais là, c'est une scène d'horreur qui se déroule encore dans la maison. Robin entend l'inconnu qui rentre dans la chambre de son frère, Zach, ouvre le feu, et ce, 3 fois. En tout, lors de cette soirée qu'elle n'oubliera jamais, Robin Dawn a entendu 15 coups de feu retentir dans sa maison. Mais malheureusement, ce n'est pas fini. Après avoir éteint toute chaleur dans le foyer de Robin, l'homme se rend à la cuisine, et là, sans aucune gêne, il fait son petit marché. Il se sert dans les provisions de la famille, il mange un petit truc, il boit quelque chose, et de sa chambre, Robin, elle entend tout. Donc imaginez, vous avez quelqu'un dans votre maison qui vient de détruire toute votre famille, et qui, en plus, a l'audace d'aller dans la cuisine, se servir et boire un petit jus de fruits. Robin, elle entend absolument tout, que ce soit la personne qui est dans la cuisine, le silence qui provient de la chambre de ses parents, l'absence de bruit de celle de Zach, donc son frère, et elle n'entend même plus son chien qui pourtant aboie. Elle le sait, il est très probable que dans la maison, il ne soit plus que deux, Robin et le tueur. Et elle sait aussi que pour qu'elle reste en vie, il faut que le tueur la pense morte. Donc là, elle ne bouge pas, elle ne fait aucun bruit, elle ne pleure pas, et ce, pendant 2h30. Même quand les bruits cessent à la cuisine, la fillette ne bouge pas. Même quand elle entend la voiture du tueur qui s'éloigne de son foyer, elle ne bouge pas. Et c'est au bout de ces 2h30 que Robin prend son courage à deux mains, elle se lève, elle prend un téléphone et elle appelle quelqu'un. En composant le numéro de la police, Robin sort de chez elle et elle va se mettre sur la route la plus proche. Et la conversation qui a suivi a marqué à vie les forces de l'ordre de Pampa, donc aux États-Unis. Sheriff's Office, 911. Ma'am, there was a shootout in my house. I don't know who's alive in my house. No, I'm scared. Where are you at? 7142 Highway 70. It's about 13.3 miles out from the bowling alley. What's your name? Robin Doan, my parents, Michelle Conrad and Brian Conrad. I'm scared after this and I don't know what Robin to do. Downs? Yes, ma'am. Brian Conrad. My mom is alive. Okay, I'll stay on with you. I've got the ambulance and the fire department to come too, okay? Thank you so much. They're coming. Stay there. You don't see any other vehicles or strange people around your home or anything? No, ma'am. You didn't see a car drive off of any kind? No, ma'am. You just heard the shots fired? And I saw the lights on in the kitchen, so I'm assuming they stole some stuff. Okay, okay. I can't believe it. Okay. And all I want right now is my blanket and my pillow. I'm scared. I know you are. I'm scared. I know. Just stay right there.
Okay, he's there. I hear more sirens. Yes, they're coming. I've got the ambulance and the fire coming for you, okay? I want my mom. I know you do. I know. There? Yeah, I see another police car. Okay, that's Dennis. That's Deputy Elliott that's going to be there with you, okay? Okay. Nous sommes désormais le 30 septembre 2005. Alors que l'aube se lève, la police de Pampa reçoit l'appel d'une fillette paniquée. Après avoir donné son nom et son adresse, immédiatement, la police envoie une patrouille sur les lieux du crime. Et alors qu'ils s'approchent de plus en plus de la ferme, les policiers pressentent le pire. Quand ils voient Robin, elle est debout, seule, au bord de la route. Elle n'a pas de chaussons, elle n'a pas de manteau alors que l'automne bat son plein. Et dans son regard, la peur dans toute sa splendeur. Lorsque Chad Brooke, l'un des officiers dépêchés sur place, pose le pied à terre, la fillette se jette immédiatement dans ses bras. Encore aujourd'hui, Chad, donc le policier présent, se rappelle parfaitement de la scène. Chad rassure la fillette du mieux qu'il peut. Il lui dit qu'ils sont là, qu'elle est en sécurité et que désormais, elle n'a plus rien à craindre. Pour qu'elle puisse reprendre des forces, le policier la fait s'asseoir à l'arrière de la voiture et il décide de rester à ses côtés tandis que ses collègues, eux, vont explorer la ferme. Arme au poing, les policiers de Pampa s'approchent gentiment de la porte d'entrée. Ils s'annoncent une fois, pas de réponse. Une deuxième fois, pas de réponse. C'est à cet instant qu'ils décident d'entrer et malheureusement, il ne faut que quelques minutes pour trouver les corps de tous les membres de la famille. Michelle, 35 ans et enceinte de 6 mois, a reçu 6 balles. Juste à côté d'elle, gît Molly, la chienne de la famille sur laquelle le tireur a tiré 2 fois. Allongé sur son lit, Brian Conrad, 31 ans, est mort après avoir été touché 3 fois, donc le beau-père de Robin. Pour les inspecteurs, c'est un véritable choc. Alors bien que ça fasse partie de temps en temps de leur métier, c'est jamais facile de voir une famille décimée de la sorte. Et ils ont quand même un micro-espoir, c'est de retrouver Zach, donc le frère de Robin, en vie. Mais malheureusement, lorsqu'il s'approche de sa chambre, il n'en est rien. L'adolescent de 14 ans n'est malheureusement plus de ce monde. L'homme lui a tiré 3 fois dessus, ce qui ne lui a laissé aucune chance de survie. Désormais c'est officiel, Robin est l'unique survivante de cette fusillade aussi brutale qu'incompréhensible. Alors que les policiers sécurisent les lieux, Robin a un mauvais pressentiment. Quelque chose lui dit qu'elle ne verra plus les siens. Pour l'aider à se calmer, Chad Brooke, donc l'officier qui s'occupe d'elle, l'emmène nourrir les animaux qui sont présents dans la ferme. À ce niveau, je pense que vous avez déjà une idée de la personnalité de Robin. Elle n'est pas du genre à s'enfoncer la tête dans le sable pour fuir la réalité. Elle, c'est une battante, elle n'a pas peur de regarder les choses telles qu'elles sont. Et justement, il se trouve qu'une question lui brûle les lèvres. Après quelques secondes d'hésitation, elle se tourne vers l'officier, elle plonge son regard dans le sien et elle lui demande « Maman et Brian ne vont pas sortir de là, n'est-ce pas ?» Pour Chad, c'est la question qu'il redoutait. Il inspire et il sait qu'il vaut mieux lui dire la vérité. Et c'est à demi-mot qu'il lui répond. Le cœur de Robin se brise en millions de morceaux. Elle revoit Brian en train de lui préparer ses meilleurs pancakes, sa mère en train d'essayer des pantalons de maternité qu'elle avait trouvés horribles, son grand frère en train de la poursuivre dans toute la maison, et Molly, son chien qui est en train de se rouler en boule sur le tapis et avec qui elle est en train de jouer. Mais tous ces beaux moments sont désormais des souvenirs parce qu'elle ne les revivra plus jamais. Parce que le soir du 29 septembre 2005, un homme a décidé d'ôter la vie de Brian, Michelle, Zach et Molly. Qui était-ce? Pourquoi a-t-il commis ces crimes? Tout comme Robin, la police de Pampa se pose ces questions et elle est bien décidée à y répondre. Rapidement, les forces de l'ordre se mettent au travail. Immédiatement après avoir découvert les corps, les policiers décident de placer Robin sous protection rapprochée. Étant donné que les motifs du tueur ne sont pas connus, il est possible qu'il revienne s'en prendre à elle, donc mieux vaut prendre des précautions. Il est hors de question de prendre des risques inutiles, trop de sang a déjà coulé. En parallèle de ça, la police commence à inspecter les lieux. Pas très loin de la ferme, dans la terre, ils remarquent des traces de pneus. De toute évidence, elles appartiennent à une voiture assez large, un 4x4 ou un pick-up. Et surtout, c'est très intéressant parce que les marques ne correspondent à aucune des voitures de la famille Conrad. Un peu plus loin, ils trouvent des traces de pas qui semblent s'éloigner de la maison. Et en observant la résidence, ils n'ont aucune peine à comprendre comment l'homme est entré. La porte est complètement défoncée. L'individu l'a frappé avec tellement de violence que la porte s'est brisée. Il n'a plus qu'à s'inviter chez les Conrad. Et la suite, vous la connaissez. Robin dit avoir entendu 15 coups de feu, et effectivement, c'est le nombre de douilles que les enquêteurs trouveront dans la résidence. En les analysant, ils obtiendront 2 informations capitales. De 1, le fusil utilisé était un AK-47, et de 2, c'est l'information la plus utile et la plus intéressante, c'est que l'arme est enregistrée au nom d'un certain Scott King.
Aux États-Unis, pour acheter une arme, il faut présenter sa carte d'identité, communiquer son adresse et remplir un formulaire. Donc si vous achetez légalement une arme, l'État sait exactement qui vous êtes et où vous vous trouvez. Ni une ni deux, la police de Pampa va sonner à la porte de ce cher homme. Et comment décrire sa maison ? Les lieux sont en désordre total, insalubres et ne respirent franchement pas la joie. Scott a une vie difficile, ponctuée de choix contestables, et cela se ressent dans son cadre de vie. Le plus surprenant, c'est qu'alors que les King passent parfois des jours sans manger, la maison est une véritable armurerie. Il y a de tout, que ce soit des fusils d'assaut ou des armes de poing, et sur les murs, King se sert de couteaux en guise de tableau. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'ambiance de la maison. Bon, même si les policiers sont un petit peu surpris par la scène et par leur habitat, une décoration douteuse ne fait pas un motif d'arrestation officielle. D'autant plus que Scott King a un alibi pour le crime et que quelques jours plus tôt, il avait déclaré comme volé plusieurs armes, parmi lesquelles un AK-47 et un pistolet 9 mm. Coup de bol pour les enquêteurs, Scott sait exactement qui les a pris. Le coupable n'est nul autre que son propre fils, Levi King. Et oui, je pense que maintenant vous arrivez à faire le lien entre toute cette histoire. C'est sans doute Levi King qui a privé Robin de toute sa famille. Au moment des faits, Levi King n'a que 23 ans. Pourtant, en dépit de son jeune âge, c'est déjà une personne brisée par la vie. C'est en 1982, en Arkansas, que Levi King pousse son premier cri. Né au sein d'une fratrie de 7 enfants, il assiste au divorce de ses parents alors qu'il n'a que 5 ans. Et selon les témoignages, ce fut tout sauf un divorce à l'amiable. Les anciens amants se criaient dessus, hurlaient à tue-tête et en venaient même aux mains. Et tout ça devant leurs enfants. Alors c'est déjà extrêmement traumatisant pour un enfant, mais le pire reste à venir. La maison des King est un véritable enfer. Elle est jonchée de déchets du matin au soir, il n'y a pas d'eau courante, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et là vous vous demandez sans doute ce que faisaient les parents de Levi. Je vous avoue que je me suis moi-même posé la question. Alors palmarès, ses parents étaient physiquement présents, mais ils étaient complètement dépendant de l'alcool et des substances illicites. Le père de Levi, Scott, donc l'homme qu'a rencontré la police, était son modèle. Malheureusement, il n'était pas un très bon modèle. Scott était obsédé par les armes, mais vraiment obsédé. Chez lui, il emmagasinait des fusils, des épées, des couteaux, des hachettes, toutes sortes d'armes. En gros, tout ce qui pouvait blesser ou ôter la vie de quelqu'un le fascinait. Et ce n'est pas tout, Scott avait l'habitude de consommer toutes sortes de substances illicites, et ce, devant ses enfants. Et vous imaginez bien, quand vous avez un modèle comme ça, Levi, il a suivi son chemin très rapidement. C'est à 12 ans qu'il commence à boire beaucoup d'alcool au point d'être ivre presque chaque soir. À 13 ans, il passe à toutes sortes de substances. À 15 ans, il est hors du système scolaire. Et à 17 ans, il est interné dans un établissement psychiatrique. À 20 ans, Spencer, l'un des frères de Levi, se blesse grièvement avec une arme de son père. Et c'est à ce moment-là que la santé mentale, déjà très fragile du jeune Levi, se détériore complètement. La même année, il est diagnostiqué comme souffrant de troubles bipolaires et de schizophrénie paranoïaque. Dans la foulée, il est condamné à 14 ans de prison pour incendie et cambriolage. Seulement, après 17 mois, il est relâché et envoyé dans une maison de transition. Sauf que Levi King, il n'a aucune intention de rentrer dans le droit chemin. Et je dirais même que c'est le contraire. Complètement anesthésié par des années d'abus, il cherche à ressentir quelque chose. Et c'est malheureusement au travers d'un meurtre que cet esprit malade essaiera de combler ce vide. Vu ce qui s'est passé, vous vous doutez bien que Levi n'a pas suivi le programme de réinsertion sociale prévu. Une fois libre, il s'est enfui de la maison de transition et est allé squatter chez son père. Sauf que, le 29 septembre 2005, Levi a une violente dispute avec son propre père. Pourquoi ? On ne le saura jamais. Toujours est-il que ce dernier lui ordonne de quitter les lieux. Pour être sûr qu'il s'en aille, il lui propose de le déposer à l'arrêt de bus. Levi accepte, mais avant de s'en aller définitivement, il a une seule requête, il veut utiliser les toilettes. Scott est fâché contre son fils, mais pas au point de l'obliger à se faire dessus, donc il accepte sa requête. Il lui donne 2 minutes, il l'attend, et c'est la dernière fois qu'il verra son fils. En fait, à ce moment-là, Levi s'est échappé par la fenêtre qui était dans les toilettes. Son père, lui, devait amener les autres enfants à l'école, donc il ne l'a pas attendu plus que ça. Levi est sorti de la maison, il allait se mettre dans une voiture, et lorsque son père et les autres enfants sont sortis de la maison, lui, il est rentré. Sans perdre une seconde, Levi se saisit d'une machette et fracasse l'armoire à fusil de son père. Dès que la vitre a volé en éclats, il prend un 9 mm, un fusil à lunettes et un AK-47. De son propre aveu, à cet instant précis, Levi n'a absolument aucun plan. Il sait qu'il est SDF, il sait que le système correctionnel demandera bientôt de ses nouvelles, donc il ne sait juste pas quoi faire. Se laissant guider par sa bonne étoile, Levi s'enfonce dans les bois,
Très vite, il repère un petit buisson où cachait son fusil à lunettes et son AK-47. Bon, c'est quand même des armes assez volumineuses et même si on est aux États-Unis, se balader avec dans la rue, ça attirait peut-être un petit peu trop l'attention. Après une période indéterminée, Levi aperçoit une cible potentielle. Juste en face de lui, un homme aux cheveux grisonnants vient de quitter son domicile en compagnie d'une jeune femme. Mais surtout, ils sont partis en laissant une fenêtre ouverte. Alors que le duo monte dans leur voiture, Levi sourit. Il semblerait qu'ils viennent de trouver une solution à son problème. Et aussi discret qu'un serpent, Levi King s'introduit par la fenêtre. Pièce après pièce, il fouille la maison à la recherche d'objets de valeur. Dans la chambre principale, il fait une découverte qui l'enchante particulièrement. Juste à côté du lit, sur la table de chevet, se trouve un calibre 380. Et parce qu'on n'est jamais trop protégé selon lui, Levi le glisse dans son sac. Sauf que, pile au moment où il s'apprête à partir, il entend un bruit. Il semblerait qu'une voiture soit en train de se garer dans l'allée principale et des voix se font entendre, une femme et un homme. Les propriétaires sont donc revenus. À cet instant précis, Levi aurait pu ouvrir une fenêtre et s'enfuir, mais non, il a fait un choix purement égoïste, rester et s'en prendre à deux parfaits inconnus. Tout doucement, Levi descend au rez-de-chaussée et se cache dans une armoire, juste à côté du hall d'entrée. Depuis sa cachette, il voit la femme passer, boosté par l'adrénaline, Levi sent sa respiration s'accélérer, ses pupilles se dilater et ses muscles se tendre. Mais il reste immobile, ce n'est pas encore le bon moment. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de l'homme de rentrer chez lui. Il retire son chapeau, pose les clés de sa voiture dans un vase, et il s'écroule. Il est mort. Levi vient de lui ôter la vie. Sur le visage de Levi, un sourire se dessine. Mais très vite, il reprend ses esprits. La femme est encore en vie, il s'approche d'elle dans son dos et l'aide à rejoindre l'au-delà. Là, contre toute attente, Levi se met à rire. Il ressent en lui une euphorie qu'aucune substance n'avait jamais réussi à lui provoquer. Enfin, il se sent heureux. Alors qu'il vient d'ôter la vie à Orly McCool, 70 ans, et à sa belle-fille, Dawn McCool, 47 ans, Levi tressaute de bonheur. Avant de sortir de la maison, il prend le trousseau de clés situé dans le bac à fleurs, celui que tenait le vieil homme, et il vient tout juste de mettre la main sur un Dodge Dakota, donc une voiture. Après un rapide arrêt pour récupérer ses deux armes à feu, il décide de quitter Pineville, dans le Missouri, direction le Texas et ses très grands espaces. Après 13 heures de route, il arrive sur l'autoroute 70. Il est alors 3h48 et Levi ressent à nouveau l'envie de tuer. C'est là qu'il aperçoit une ferme déserte sur une route de campagne et vous l'imaginez bien, il s'agit de la résidence des Conrad. Le reste de l'histoire, vous la connaissez déjà, je vous l'ai raconté, et après avoir allongé la liste de ses crimes, Levi remonte dans la voiture et il reprend la route, donc après avoir tué tout le monde, il s'en va. Après une journée aérée sans but, il a trouvé ce qu'il va faire, il va partir au Mexique. Après tout, pourquoi endurer le froid américain quand il pourrait bronzer sur la plage? Et c'est ce qu'il fera. Sans hésitation, Levi parcourt les 800 km qui le séparent d'El Paso, une ville texane qui frôle le Mexique. Là, il traverse la frontière et il se rend dans la ville de Juarez sans être inquiété. Ouf, il est en sécurité. Ici, perdu dans la horde de touristes, la police américaine ne le retrouvera jamais, selon lui. Sauf que là, il s'est passé quelque chose d'incroyable et croyez-moi, quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre, c'est le cas. Sans aucune raison, alors que personne ne lui avait rien demandé, Levi King fait demi-tour et rentre aux États-Unis. C'est complètement fou, alors qu'il a commis 5 meurtres en l'espace de 15 heures et qu'il sait que la police sera bientôt sur sa trace, il décide de rentrer dans son propre pays. C'est incompréhensible. Et c'est ainsi que, sans que la police américaine ait à remuer ciel et terre, Levi King se jette lui-même dans la gueule du loup. C'est le 30 septembre 2005 que Levi King rentre chez lui. Peut-être qu'il avait des soucis avec la nourriture mexicaine ou peu importe, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait le mal du pays ou alors il s'est rappelé qu'il ne parlait pas un mot d'espagnol et que cela risquait un petit peu de rendre les choses compliquées. Et sincèrement, je vous dis ça parce que je pense qu'aujourd'hui même, les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi il est rentré. Toujours est-il que le 30 septembre 2005, l'homme se présente à la frontière terrestre entre les États-Unis et le Mexique. Et sauf que, malheureusement, là, il perd complètement ses moyens face à la police. Quand les agents lui demandent de décliner son identité, il leur donne plusieurs cartes. Et à un moment, ce con, il va carrément donner la carte d'identité de Brian Conrad, donc le beau-père de Robin qu'il a exécuté chez lui. Donc entre ça et le fait qu'il sue à grosses gouttes, la police comprend très vite qu'il y a un truc qui ne joue pas. C'est donc tout naturellement qu'un officier lui demande s'il possède des armes, ce à quoi Levi répond un petit oui. Les agents le conduisent au poste et procèdent à une fouille du véhicule. Ils y trouvent un AK-47, un fusil à lunettes, un calibre 380 et un 9 mm. Mais le plus intéressant reste à venir. En entrant la plaque d'immatriculation de la voiture dans le système, ils réalisent que le véhicule appartient à un certain monsieur et madame McCool, et pile au moment où ils entrent les empreintes digitales de Levi dans la machine, bingo,
L'État du Missouri vient d'émettre un mandat d'arrêt international contre lui dans le cadre de l'homicide des 2 personnes avant de s'attaquer à la famille Conrad. Donc ceux à qui il a volé la voiture. Avec autant d'éléments à charge, autant vous dire que c'est la fin de la cavale très courte de Levy. Bon, à ce moment-là, la police se doute que quelque chose ne va pas. Elle décide d'interroger les Vikings dans les locaux de la police d'El Paso. Et là, sans que la police n'ait à forcer, les Vikings avouent avoir tué les McCool. Et le pire dans tout ça, c'est que cette confession, elle n'est même pas teintée de regret. Lors de ses aveux, les Vikings est jovial, voire excité. Alors, il raconte qu'il a pris plaisir à tuer, que ça l'a fait vibrer plus qu'aucune autre substance qu'il n'ait jamais testée, et pas une seule fois il n'exprimera de la compassion pour toutes les victimes. En attente de son procès, il est transféré à la prison d'arrêt du Missouri. Encore une fois, les Vikings se sentent obligés de parler. Et ce, alors que personne ne lui a rien demandé. Le 18 octobre, alors qu'il attend son procès en prison, les Vikings se sentent obligés de se vanter auprès de ses co-détenus. Malheureusement pour Levy et heureusement pour Robin, l'un des prisonniers est un informateur. Le jour même, il remonte l'information aux forces de l'ordre qui feront le lien avec les tragiques événements de la famille Conrad et de la famille McCool. La police demandera bien évidemment une comparaison balistique des douilles retrouvées sur la scène du crime, et sans surprise, c'est un match absolument parfait. En faisant ça, Levy se passe littéralement la corde au cou, et ça sans que personne ne lui ait demandé. Bon, c'est quand même formidable la capacité de les Vikings à s'auto-inculper. Mais bon, j'ai envie de dire tant mieux, la police n'a pas dû trop travailler pour le trouver. Et c'est le 18 avril 2008 que les Vikings a plaidé coupable afin d'éviter la peine de mort. Le 6 octobre 2009, il est reconnu coupable des 5 meurtres et est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Depuis, il est incarcéré au centre correctionnel d'accueil de la ville de Bonne Terre dans le Missouri. Et vous me direz, Robin Dawn dans tout cela? Eh bien, elle est restée fidèle à elle-même. Elle reste forte malgré l'adversité. Après le décès tragique de sa famille, Robin est partie vivre chez son père et la nouvelle femme de ce dernier, pas très loin de Pampa. Pour des raisons de confidentialité, le nom de la ville n'a pas été divulgué et je pense que vous comprendrez. Là-bas, elle a eu beaucoup de peine à se défaire de son passé. Vu que la ville ne comptait que 19 000 habitants et que l'histoire avait fait les gros titres, tout le monde savait ce qui lui était arrivé, qui elle était, etc. Personne n'était méchant avec elle, mais disons que les gens ne savaient pas vraiment comment ils devaient se comporter avec elle, s'ils devaient avoir de l'empathie, de la compassion, ou peu importe. Pendant ses années de lycée, elle nous raconte qu'elle se fait beaucoup d'amis, elle s'essaye au basket, elle rejoint un job à temps partiel, et ça l'aide beaucoup à penser à autre chose. Malgré les multiples relances de la procureure, Robin n'a jamais voulu suivre de thérapie. En 2013, Robin Dawn obtient son GED, donc l'équivalent du baccalauréat. Pour l'encourager à poursuivre ses études, les officiers de police lui offrent 10 000 $, et Robin, elle raconte qu'elle a utilisé cet argent pour s'inscrire dans une université au Texas. Son rêve, c'est de devenir infirmière pédiatrique afin d'aider les enfants qui ont pu être blessés. Malgré la tragédie, Robin se porte à peu près bien, elle se fait très discrète et elle reste bien évidemment à l'écart des médias, ce qui est parfaitement compréhensible. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait qu'elle soit juste archi glauque. Pour le coup, là, je voudrais bien vous dire comme dans les threads d'horreur, prenez tout ça avec des pincettes, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Sauf que là, on est dans une histoire de true crime, c'est une vraie histoire qui s'est passée il y a plusieurs années en arrière. Donc tout ce que je vous ai raconté là, ça s'est réellement passé un soir. Et c'est juste tragique. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ma prestation pour cette première vidéo de True Crime. La narration, elle est très différente des threads d'horreur, donc c'est quelque chose à laquelle je dois m'habituer. Mais en tout cas, je suis super content d'apporter un nouveau concept sur la chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et commentez, ça me ferait super plaisir. Bienvenue à toutes les personnes qui me découvriront grâce au True Crime, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à checker la chaîne de Rafu et de Cogiteur, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous retrouve très vite pour une histoire encore plus glauque. C'était Melvin, ciao tout le monde.